Bonsoir à tous et merci encore de nous renouveler votre attention ce soir sur Cam News 24 télévision. Nous allons parler des Jeux Olympiques 2016 avec le tournoi féminin et les Lions indomptables du Cameroun qui sont pratiquement à 180 minutes de leur qualification. La dernière étape, c'est contre la Côte d'Ivoire qui sera donc déterminante et bien sûr décisive pour l'obtention du ticket qualificatif. La sélection nationale féminine amenée par M. Eno Ngachou, qui est d'ailleurs le sélectionneur national, est allé obtenir sa qualification au Ghana il y a de cela quelques jours seulement en obtenant un score qualificatif de 2 buts partout après le nul d'1 but partout ici même à Yaoundé. Suffisant pour nous donc de s'arrêter et de nous poser la question si les Lions ne sont pas à 180 minutes de leur qualification. Et puis en deuxième partie, nous parlerons des activités vacancières avec les championnats de vacances. On va essayer de voir un tout petit peu comment est-ce que les jeunes sont occupés pendant ces vacances. Qui est-ce qui font bien sûr ces jeunes-là pendant les vacances. Nous aurons donc l'éclairage d'un de nos panélistes qui a bien voulu répondre à notre invitation ce soir. Je vous retrouve dans une poussière de secondes. Voilà, on va immédiatement retrouver nos invités qui sont déjà d'ailleurs sur ce plateau. On va commencer par celui qui vient pour la toute première fois sur notre plateau de Cam News 24 télévision ou alors le plateau de la Tanière. Joseph Pondo est observateur de la scène sportive, mais il a d'autres casquettes. Ce soir, nous préférons interroger la casquette de l'observateur sportif ou alors de l'organisateur des championnats entre guillemets de vacances. Monsieur Joseph Pondo, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je le rappelle encore, c'est la toute première fois. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plateau de Cam News? Je suis émerveillé. C'est vrai que votre studio, je l'avoue, est parmi les meilleurs. J'ai côtoyé quand même pas mal de studios et chapeau pour le promoteur. Nous sommes ravis et flattés d'ailleurs de toutes ces félicitations. Alors, Joseph Pondo, aujourd'hui, je le rappelle encore, vous êtes observateur de la scène sportive. Vous êtes également de ceux-là qui, pendant les vacances, occupiez les Jeux. Tout à l'heure, on en reparlera parce que la deuxième partie de cette émission sera consacrée justement à l'activité des championnats de vacances. Mais déjà une question avant de retrouver le deuxième invité que je vais peut-être vous poser. Comment est-ce que vous vous sentez avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la scène sportive camerounaise, en gros? Je crois que ça sera l'occasion ici de dire un peu mon ras-le-bol. Parce que je pense que les jeunes Camerounaises et les jeunes Camerounais méritent mieux en termes d'encadrement, méritent mieux en termes de suivi pour que ce sport que nous adorons tous continue de vivre et de nous faire rêver. Tout à fait. Ça vous gêne donc que ce sport-là soit un tout petit peu traîné dans la boue? Absolument, absolument, comme j'imagine tous les Camerounais. Ah ben voilà, peut-être allons-y, voici Samuel Toubé. D'abord, Samuel, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tout le panel et bonsoir à mes enfants et à mon épouse là-bas. Ah ben oui, Samuel, vous faites bien de le préciser. Absolument. Vous, c'est pratiquement un combat que c'est vrai, ça faisait un bon coup. Je suis un vieux de la vieille dans ce studio, vous savez. Il ne vous surprend plus le studio alors? Non, il est très beau. D'accord. Il est resté propre. Alors Samuel, je reste avec vous. Je rappelle que vous êtes instructeur des arbitres, vous êtes instructeur CAF, Oui. vous êtes également en dehors de la casquette d'instructeur. Vous êtes Je suis inspecteur des inspecteur des arbitres. C'est quoi un inspecteur des arbitres, Samuel? Un inspecteur des arbitres, c'est celui-là même qui a appelé à booster le cursus des arbitres pour qu'ils ne baissent pas de niveau et qu'ils montent. Donc le niveau des arbitres camerounais dépend de vous? Beaucoup de nous, oui. Ça veut dire nous sommes nombreux. Actuellement, on dit que les arbitres camerounais sont... Je ne voudrais pas utiliser l'expression là, ça veut dire que les inspecteurs ne font pas leur travail, c'est ça? C'est pas ça, c'est plutôt que les inspecteurs font très très bien leur travail. Mais vous savez, même dans une classe de 10 élèves par exemple, c'est le même professeur qui donne les mêmes cours, tout à fait. Mais il y a toujours un premier et un dernier. Oui. Voilà pourquoi. Alors, Joseph Pondo, restons avec le cas des arbitres avant d'attaquer rapidement la première articulation.
Tout à l'heure, vous disiez que le sport camerounais, franchement, vous en avez ras-le-bol. Mais si on parlait un peu des arbitres, j'imagine, vous suivez le championnat camerounais. Absolument. Vous avez sans doute des informations qui circulent de part et d'autre au sujet des arbitres. Quelle est votre petite idée là-dessus? Je crois, moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur la profession tout entière. Je crois qu'il y a de très bons arbitres. J'ai assisté à pas mal de rencontres que j'ai vues officier par de très bons arbitres. Voilà. C'est vrai, il y a des mauvais, mais loin de moi de vouloir jeter l'opprobre ici sur tout un corps qui... Pour d'autres qui font bien leur travail et pour ceux qui ne font pas bien leur travail, je crois que c'est l'occasion de leur tirer une fois de plus des oreilles et leur mettre un carton rouge. D'accord. Un carton rouge aux arbitres qui ne font pas bien leur travail. Et on a encore en image une rencontre qui s'est achevée en queue de poisson à Garoua. Il y a de cela quelques jours aujourd'hui. Le Canon sportif ou alors Coton Sport de Garoua rencontrait le Canon sportif de Yaoundé. Ça vous a choqué, Joseph? Absolument, absolument. Je crois que c'est les genres de scènes que nous n'aimerions plus voir sur nos stades de football. Oui, mais à ce propos, oui, Michel... Vous avez arraché la parole pratiquement. Oui, je dis, je suis interpellé à ce moment-là. Est-ce que c'est l'arbitre qui est cause? Quelqu'un vient agresser l'arbitre. On dit que c'est l'arbitre qui est cause. Toutes les thèses de Coton Sport de Garoua font état de ce que c'est l'arbitre qui est allé agresser. C'est justement ce qui se passe avec les médias et le sport. Non, Samuel, s'il vous plaît, Samuel. Allons-y, oui, Michel. Allez-y. Lorsque une équipe est battue, par exemple, vous tendez le micro à l'équipe battue, elle va trouver un bouc émissaire, c'est l'arbitre. Ce n'était pas le cas à Garoua. Maintenant, l'équipe n'est pas battue. C'est encore la mi-temps. C'est encore la mi-temps. Mais l'arbitre, lui, il déclare avoir été flagellé pendant la mi-temps. Donc, il y a insécurité. Coton Sport déclare plutôt le contraire. C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Coton dit que c'est l'arbitre qui est allé agresser un supporter. Un arbitre, ça va. Ah ben oui, le manager de Coton a fait une déclaration, le communicateur a fait une déclaration. Ça veut dire que le supporter de Coton a eu le temps d'arriver même jusqu'au niveau des arbitres dans les vestiaires. Ah ben je ne crois pas le stade de Garoua. Question de sécurité. Ah ben je ne connais pas bien le stade de Garoua, Samuel Toubé. Vous pensez donc que c'est quoi concrètement? Non, moi je crois qu'il y a anguille sous roche et très vite il faut envoyer ce dossier plutôt à la commission d'homologation. Il s'y trouve déjà. Bon, voilà, et qu'on homologue rapidement parce que le championnat tire déjà vers sa fin. D'accord. On espère donc que le championnat on espère que la commission va donc faire effectivement son travail. Alors, messieurs, on va prendre la première articulation de cette émission. J'imagine que vous avez eu vent de cette information. Joseph Podo, c'est Michel Platini qui déclare officiellement sa candidature au poste de président de la FIFA. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que je crois que cette candidature se dessinait déjà. Il faut être naïf pour ne pas voir que cette candidature se profilait à l'horizon. Je crois que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je crois que tendait plutôt à nettoyer ou à faire place pour que celui que l'UEFA estime qu'il est le propriétaire légitime qui vienne se mettre en place. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Alors, donc, si vous le dites comme ça, comme vous l'avez dit là, permettez bien sûr la tautologie, ça veut dire que la pression que Platini mettait à Blatter, qu'il devait démissionner, était une pression, on va dire quoi, il avait des idées dans la tête, derrière la tête, c'est ça? Je crois que dans ce genre de guerre, il y a le côté pile, il y a le côté face. Exact. Je suis sûr qu'il y a plus qui se passe en coulisses que ce qui est dévoilé, ce qui nous est dit. Ah ben oui. Je crois que peut-être ils ne se sont pas arrangés convenablement et ceux qui sont plus forts ont trouvé le moyen de mettre une pression beaucoup plus importante à Sepp Blatter pour qu'il démissionne. Mais une fois de plus, je crois que avec la candidature de Platini, c'est enfin tout l'iceberg qui sort complètement de l'eau. Voilà. Alors, Samuel Toubé, dommage quand même que Platini peut-être pourrait hériter d'une FIFA aujourd'hui engluée dans les affaires de corruption. Je rappelle que l'élection c'est en 2016, mais Blatter est encore là. Et selon les indiscussions, Blatter est en train de tout faire pour, n'est-ce pas, arrondir les angles, pour qu'il sorte... Peut-être pas par la grande porte, mais pour qu'il sorte royalement ou alors tête haute. Tête haute, pour qu'il sorte tête haute de cet imbroglio. Vous savez, l'Afrique a fait sa part à partir du Cameroun, parce que les élections ceci, les élections cela. Les gens au Cameroun n'ont pas voulu prendre ça au sérieux. Pendant ce temps, les Européens regardaient, ils voyaient et ils ont vu. Pour une fois et pour la première,
les élections à la FIFA ont été ce que ça a été. Il y a eu beaucoup de candidats pour une seule place. Et malgré que quelqu'un soit passé, il s'est dit, bon, effectivement, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Et puis c'est comme ça, c'est tout ce que nous on demande, que les choses aillent de l'avant, effectivement. Voilà, que les choses aillent de l'avant, effectivement. Alors, on le rappelait donc, Platini est officiellement candidat à l'élection, à la candidature pour ce qui est du poste du président de la FIFA. Alors, on va vous convier, cher monsieur, de regarder ensemble l'élément qui va passer dans quelques instants. C'est un élément de nos partenaires qui revient justement sur la candidature de monsieur Michel Platini, qui est le président de l'UEFA, c'est l'Union européenne de football association. Il a longtemps hésité, mais cette fois, il se lance. À 60 ans, Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, est candidat pour diriger la FIFA. Une institution en crise depuis le mois de mai, moment où une enquête du FBI révèle des soupçons de corruption sur l'attribution de plusieurs Coupes du Monde, dont celle en France en 1998 ou au Qatar en 2022. En quelques jours, la pression s'intensifie autour de Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 1998. Michel Platini, son ami qui fut aussi son bras droit à la FIFA, est abasourdi. Moi qui aime la FIFA, moi qui ai une grande admiration de l'histoire de la FIFA, moi qui suis cela depuis quelques années, je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Écœuré, Platini demande la démission de son ami, mais Sepp Blatter refuse de partir. Il est réélu pour un 5e mandat puis démissionne quelques jours plus tard. De nouvelles élections auront donc lieu en février 2016. Un vote qui pourrait consacrer Michel Platini, largement soutenu par l'UEFA, mais aussi par d'autres organisations. Sans doute le Français récolte là les fruits d'une carrière brillante, des débuts à l'AS Nancy où il remporte la Coupe de France en 78 après avoir marqué en finale, puis un titre de champion de France avec Saint-Etienne en 81, avant l'apothéose, un but devenu célèbre en finale de l'Euro 84 et une victoire qui propulse l'équipe de France sur le toit de l'Europe. Un an plus tard, avec la Juve, Michel Platini remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. En février prochain, lors de l'élection, Michel Platini pourrait retrouver face à lui une autre légende du football mondial, Diego Maradona. Une chose est sûre, l'heureux élu aura beaucoup de travail pour remettre sur pied une FIFA gravement malade. Voilà, alors Joseph Pondo, on va sortir du cas Michel Platini. Peut-être qu'à travers l'élection de Platini, au cas où il est élu président, le football, le grand football mondial, parce que là c'est quand même la FIFA, serait en train de remettre aux footballeurs ce que les footballeurs peut-être lui ont donné, je ne sais pas trop, parce que Platini, à la tête de la FIFA, je crois quand même qu'il serait le premier footballeur vraiment à être à la tête d'une grosse association qui est la FIFA. Du point de vue de la théorie, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on retrouve enfin un footballeur à la tête de la plus grande instance de football mondial. Voilà. Mais je pense que la gestion d'une structure comme la FIFA n'est pas simplement une affaire de quelqu'un qui s'est tapé au ballon. Ah, voilà. C'est une structure qui mélange à la fois le côté sportif et le côté politique. Ouais. Et il faudrait absolument quelqu'un qui a des qualités. Je n'en doute pas que Platini en est. Parce qu'il a quand même, il dirige encore l'UEFA. Tout à fait. Et nous pouvons, avec une certaine réserve, dire qu'il fait de très bons résultats au niveau de la FIFA. Oui. En ce qu'il a réussi à discipliner la FIFA. Oui. Il a réussi à imposer, à l'UEFA, pardon. Oui. Il a réussi à imposer un fair play financier aux grands clubs qui, au départ, pensaient que c'était du bluff. Mais qui aujourd'hui, quand même, s'amordent un peu les doigts. Le cas de certaines équipes de son pays d'origine, qui est la France, et certaines équipes espagnoles également. Je crois que c'est quelqu'un qui, en termes de management, a quand même fait ses preuves. Et au-delà du côté footballistique, je pense que pour moi, si dans l'absolu, un candidat comme Platini serait l'idéal, en ce qu'il a déjà lui-même été footballeur, c'est-à-dire qu'il connaît exactement de quoi il retourne du point de vue du terrain. Et en plus de certaines qualités managériales, pour moi, dans l'absolu, je pense que ce sera un candidat idéal. Voilà, alors un candidat idéal pour la FIFA, Samuel Toubé, footballeur, président de l'UEFA, maintenant peut-être président de la FIFA. Peut-être qu'à travers Platini, le football peut-être va vraiment revenir aux footballeurs, Samuel Toubé. Avec ce Blatter, déjà, le football était au footballeur.
n'oublions pas que cette Blatter a été arbitre de football. Oui, il est arbitre, mais bon, Voilà, justement. pas footballeur. Et lorsqu'on parle de footballeurs, il ne faut pas mettre les arbitres à Tout à l'écart. fait, mais pas footballeur. Voilà, footballeur, il est footballeur. Ouais. Il était arbitre de football. Mais donc pas il est footballeur. Non, non, non. Même les spectateurs sont des footballeurs. Même les présidents de clubs sont des footballeurs. Bon, disons, pas de haut niveau. À l'image de Platini, par exemple. Bon, justement, oui. Voilà. Si c'est ça, oui. Tout à fait. Mais ça continue. On dit que le football, au footballeur, oui, ça se voit. Ça se voit. Donc, même lui, il était encore un attaquant, un forward, un attaquant. Peut-être que demain, ça sera un goal, ça sera un latéral Oui. ou ceci, cela. Mais effectivement, le football est... Mais Samuel, je reste avec vous. Vous croyez vraiment qu'avec toutes les réformes que Platini a apportées au niveau de l'UEFA, en étant peut-être président de la FIFA, si vous ne pensez pas que la FIFA va retrouver ses lettres de noblesse, entre guillemets, corruption et tout, est-ce que tout cela ne va pas être un vieux sujet? J'ai des réserves de côté technique avec les idées de Platini. Parce que Platini aurait voulu qu'on entre dans les photos. Vidéo. Oui, L'arbitrage vidéo. l'arbitrage vidéo, voilà, justement, Oui. dans l'arbitrage vidéo, non, ça ne serait pas de l'arbitrage, ça. En ce moment, l'arbitre, c'est lui le patron. Oui, mais est-ce que ça ne corrigerait pas les erreurs que vos arbitres en ce commettent, non, monsieur en ce Toubé? moment-là, non, il Monsieur faut... Toubé. C'est ça qui fait le sucre. Parce que dans d'autres sports, et l'arbitrage vidéo, on accepte. Pourquoi vous ne voulez pas dans le football? Non, il n'y en a pas dans le football. Il ne peut pas en avoir. Pourquoi, il monsieur ne doit Toubé? même pas en avoir. Vous voulez qu'on laisse les arbitres continuer à saper certaines rencontres de C'est football? ça. Ils ne savent pas. Est-ce que dans un match de football, vous ne voyez pas que même les joueurs commettent des erreurs? Les joueurs manquent de buts, ils manquent de pénaltys. Vous les lynchez pour autant? Mais du tout. Tout ça, ça fait le sucre du football. Et effectivement, et nous, on est derrière, par exemple, nous, les cadres des arbitres, nous regardons. Si désormais, on n'a plus de travail là-dedans, qu'est-ce que nous, on viendra faire? D'accord, Joseph, sortons définitivement par là. On dit également que si Platini est élu, et là, peut-être c'est le mauvais côté pour l'Afrique, on dit que l'Afrique est mal partie. Parce que vous savez très bien que Platini et l'Afrique, on dit que ce n'est pas le grand mariage. Donc... Bon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Contrairement à l'UEFA, la FIFA est une structure différente. Ouais. L'UEFA, c'est une entente entre les Européens. Mais en tant que président de l'UEFA, il faut composer pratiquement avec tout le monde. Avec toutes les composantes. Tout à fait. Et je ne pense pas qu'il y ait de politique figée pour quelqu'un qui est un manager. Je crois que le manager, c'est celui qui sait tirer parti de toutes les situations, même celles qui lui étaient défavorables au départ. Absolument. Je ne pense pas que Platini puisse accepter de se mettre la CAF à dos, parce que c'est quand même une des confédérations les plus importantes dans la 53 fédérations, qui est quand même une des plus grandes. Exact. Et je ne pense pas que ce serait une bonne politique pour Platini de se mettre les Africains à dos. Et je ne pense même pas qu'il puisse le faire, parce qu'en tant que manager d'une structure comme la FIFA, il devrait, étant avec Sepp Blatter, parce que ne nous trompons pas, Platini a toujours été dans le siège de Sepp Blatter. Ça veut dire que plus ou moins, il est quand même dans les confidences de ce qui se passe et de la réelle politique qui se passe dans les coulisses de la FIFA. Je ne pense pas, je crois que le moment venu, il va faire les pieds et les mains pour qu'il puisse véritablement compter également sur la CAF. Voilà, Platini qui va donc compter avec toutes les fédérations, toutes les confédérations, parce qu'il il faut absolument fédérer toutes les énergies, autant pour moi, pour être une FIFA plus forte, pour être donc une FIFA qui va tourner définitivement le dos aux maux tels que la corruption. Vous savez très bien que ces derniers mois, la FIFA est donc engluée dans plusieurs affaires de corruption. On va à présent vous proposer un autre élément sur... le trophée des champions, avant de retrouver donc la thématique centrale, le trophée des champions en France. Décidément, le PSG gagne tout en France, champion de France, vainqueur, je crois, de la Coupe de France. Et là, le PSG a donc battu l'Olympique lyonnais sur le score de 2-0 au niveau du trophée des champions. On regarde rapidement l'élément, on revient juste derrière, retrouver notre thématique centrale.
Paris donc champion, ou alors oui, Paris champion, Paris vainqueur, autant pour moi, du trophée des champions pour la deuxième fois consécutive. L'année dernière, c'était contre Bordeaux. Et c'était en Afrique, à Libreville pour être plus précis. C'est du côté du Gabon. Les buts donc cette année portent les griffes de Aurier, l'Ivoirien, et Cavani donc qui a marqué un somptueux but. Joseph Pondo, sans toutefois faire entorse à notre championnat. Ces images-là, elles sont quand même très belles, non? On aimerait les voir au Cameroun. Oui, c'est ce que c'est le rêve de tous les Camerounais, de tous les amoureux du football. Ouais. Mais il y a du chemin pour arriver à ce niveau. Malheureusement, ce chemin-là est encore englué. Justement, ça me donne l'opportunité de vous faire parler de cette petite thématique avant de retrouver justement véritablement la grosse thématique de cette émission sur tout ce qui se passe au niveau de l'Africa Foot. Je rappelle que cette semaine, c'est l'Assemblée générale d'adoption des textes à Yaoundé, mais avant cela, il y a les menaces de la FIFA qui tombent là. Il faudrait à tout prix qu'on respecte le nouveau calendrier. En face, on vous dit que le calendrier est bâclé. Si le calendrier n'est pas respecté selon la FIFA, on pourrait être suspendu d'ici le 30 septembre prochain. Est-ce que tout ceci n'est pas de nature à déstabiliser en gros notre sport camerounais, notre football qui a des défis majeurs, la CAN 2016 féminine et la CAN 2019 chez les messieurs? Absolument. Déjà que j'ai eu l'opportunité de prendre connaissance de la lettre du secrétaire général de la FIFA, qui, à mon sens, était quand même très peu dans les canons, en ce que, en sa forme, elle ressemblait plutôt elle ressemble à une lettre qu'on adresse plutôt à un ami ou à un subalterne. Je crois que il est question que le personnel de la FIFA commence à respecter au moins notre État. Je crois que toutes les embrouilles qui se passent à la FECAFOOT ne sont pas faites par l'État camerounais. Et la FECAFOOT est inféodée au Cameroun, à la République camerounaise. Je crois que quand on lui adresse un courrier, ce courrier doit se faire quand même dans les règles de l'art. Par contre, en ce qui concerne le comité de normalisation en lui-même, nous sommes perplexes, nous attendons. Je crois qu'on a déjà eu plusieurs rebondissements dans cette affaire et je suis sûr qu'il faut être un devin pour savoir qu'est-ce qui va en sortir de cette Assemblée générale. Quand vous dites que vous êtes perplexe 2 ans après, très concrètement, ça veut dire quoi? Parce que là, on est quand même 24 mois après. Est-ce que vous avez le sentiment que la mission a été accomplie ou alors remplie? Sincèrement, non. Sincèrement, non. J'aurais attendu du comité de normalisation que certains problèmes inhérents au football camerounais pendant leur gestion commencent au moins à trouver... C'était leur mission d'ailleurs. C'était leur mission d'ailleurs, un début de solution, mais jusqu'à maintenant, je pense que rien du tout n'a été fait. Le championnat Elite One est toujours un championnat amateur, malgré qu'il soit entre guillemets professionnel ou semi-professionnel. Le football des jeunes n'existe nulle part. Et nous voyons les mots qui reviennent à chaque fois quand les sélections nationales se déplacent. Nous voyons toujours l'éternel problème de prime avec l'équipe nationale du Cameroun. Très bien. Nous voyons l'équipe féminine du Cameroun qui, à quelques heures seulement d'un match important pour la qualification aux Jeux Olympiques, sont presque délaissés. Qui sont complètement délaissés après une performance digne de ce nom. En Coupe du Monde. Et je crois que ça fend le cœur de voir ces filles aller aux entraînements dans le taxi, d'autres venir sur une moto ou encore dans le véhicule de l'entraîneur. Je crois que ce sont des images pitoyables. Et je pense que avec tout le temps que le comité de normalisation a fait et les espoirs que nous fondions sur eux, je pense que nous sommes presque toujours au même point. Alors, Samuel Toubé, est-ce qu'aujourd'hui, Samuel, je vous pose la question. Oui. Vous vous empressez, Samuel. Est-ce que vous pouvez trouver les mots aujourd'hui pour qualifier tout ce qui se passe dans notre sport? Très sincèrement. Trouver les mots pour qualifier ce qui se passe dans notre sport. Qui est cause? D'abord, voici le premier mot. Répondez à votre question, Samuel. Voilà, Toubé. je dis que c'est nous-mêmes. Puisque vous voulez vous transformer en présentateur sur le plateau. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas présentateur, mais je dis que c'est nous-mêmes qui sommes cause. Pourquoi? Le problème était simple. Comment est-ce qu'on peut être cause alors qu'il y a des gens qui ont été assignés à faire justement, des missions précises, donc, voilà, justement. À partir du moment où on a remis cette mission de comité de normalisation à des intellectuels, c'était la première page de la fausseté. Fallait qu'on la remette aux sages.
Aux gens? Aux sages. Aux sages, c'est-à-dire, Samuel. Ça veut dire parce qu'en Afrique, le sage, c'est un peu vous. Attention, la sagesse dépasse l'intelligence. De loin. Donc, moi, par exemple, on me disait, comment peut-on faire de ce problème-là? Nous sommes dans un problème de traversée de rive, d'un fleuve, la traversée d'un fleuve. Nous sommes des Africains, nous utilisons la pirogue, et la pirogue africaine a une forme concave, le C renversé. Donc ça a un problème d'équilibre sur l'asphalte de l'eau. Tu vois? Oui. Donc quand on entre dans une pirogue, on entre de façon équilibrée. Dans une pirogue, on entre... pas. Oui, pour qu'on puisse même rester. Et là-dedans, vous faites ceci, il y a ceci, qu'on appelle en Douala, c'est la langue que moi je maîtrise le plus, oui. Mundenge. Tradition. Ça veut dire que c'est-à-dire que c'est lui qui donne le ton. C'est le Mundenge. Alors tout le monde pagaille. Au rythme de celui-ci, tout le monde pagaille. Et il y a ici le Moussina. C'est-à-dire le capitaine, celui qui conduit cette pirogue. Et lorsque vous pagayez donc tous ensemble, et avec ensemble, vous allez donc partir, quelle que soit la profondeur de la profondeur marine, quelles que soient les vagues qui vous tapent là, votre pirogue va arriver à bon port. Tout à fait. Mais lorsque vous entrez dans une pirogue africaine comme la nôtre, et vous voulez vous asseoir soit d'un côté ou de l'autre, au lieu d'avancer, vous allez plutôt chavirer. C'est ce qui est arrivé. Vous comprenez? Pour traduire ça en un mot en français, parce que là, vous étiez pratiquement... Vous m'avez promené, Samuel. Non, je ne vous promène pas. C'est justement ça qu'on demande à nos élèves, même dans les écoles, qu'ils maîtrisent le patois, parce que le patois va très bien avec le français. Revenons ensuite Samuel Toubé. Voilà. Donc ceux qui ont nommé les membres du comité, il y a eu un problème de casting. Oui. Le casting, peut-être pas, ou alors ils ont dit, bon, c'est des messieurs qui ont été dans de grandes écoles, qui ont des diplômes universitaires, et bon, ils peuvent nous sortir de là. Mais attention, les intelligents ont un autre problème. C'est-à-dire qu'eux, ils voient là où le bas blesse. Ils voient, et ça peut leur rapporter de l'argent. D'accord. Alors maintenant, sur la menace de la suspension, parce que là, Joseph est clair, il dit que la lettre que M. Valk, de SG de la FIFA, qui... on l'espère, au mois de février, va également partir avec Blatter, dit que si le calendrier n'est pas respecté d'ici le 30 septembre, il y a une menace de suspension du Cameroun par la FIFA. Et de l'autre côté, certains acteurs majeurs ou alors mineurs de la crise vous disent que ce calendrier est bâclé. Il risque de ne pas avoir élection d'ici le 28, disons-le ainsi. Je vais d'abord donner des réponses sur le problème de la suspension. La suspension peut être même déjà prononcée. Elle peut être prononcée, mais ça n'est pas exclu. C'est pas clos. C'est pas clos. Il y a toujours des chambres pour pouvoir amener cette suspension à ne pas être. Et il y a des avocats dans cette même FIFA qui vont apporter des circonstances atténuantes qui pourront faire que, même s'il pouvait avoir suspension, comme fasse table rase, nous allons accueillir la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique 2016 et 2019. Puisque c'est la FIFA, nous ne sais pas, tout ça là est fini. Oui, mais là, ça ne regarde pas la FIFA, monsieur. La FIFA vous demande tout ce qui concerne le football regarde la FIFA. Oui, je dis, la FIFA demande que vous respectiez le calendrier. Vous dites que le calendrier est bâclé. Et la FIFA dit que si vous ne le respectez pas, elle va frapper. Il y a toujours des gens pour dire à la FIFA que le programme qu'on vous a donné n'est pas le meilleur. Il n'est pas bon. Mais le programme, malheureusement, le secrétaire général de la FIFA est clair. Il a reçu la proposition, n'est-ce pas, du calendrier. Il a validé. Et il demande à ce que ce calendrier soit respecté. Est-ce que la FIFA n'avait pas fait ses élections à elle-même dernièrement? Elle avait fait. Et puis il a dit. D'accord. Ok, alors Joseph Podo, sortons définitivement maintenant sur les conséquences sur les conséquences, autant pour moi, qui pourraient, n'est-ce pas, fragiliser notre sport, notre football, au cas où nous sommes suspendus. Parce qu'il faudrait qu'on en parle pour que les Camerounais soient, n'est-ce pas, édifiés au parfum. Si le Cameroun est suspendu, rappelons que c'est pratiquement la mort du football camerounais. Absolument.
Moi je dirais, je ne suis pas complètement d'accord avec vous en disant que si le Cameroun est suspendu, c'est la mort du football. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui nous ont démontré le contraire. En interne, oui. Qui ont démontré. Je crois que généralement, une fois, quand on n'est pas blessé, on ne prend pas, la mesure et on ne prend pas garde pour pouvoir se traiter. C'est pas la première suspension. Et en plus, je pense que ce n'est pas la première menace de suspension. Ah oui, d'accord, le mot est bien que le Cameroun, dont le Cameroun fait face. Tout à fait. Je crois que si on prend une corbeille, je crois que les menaces de la FIFA rempliraient dans cette corbeille en termes de menaces. Moi, je crois simplement que avant la date butoir que M. Valque a donnée au comité de normalisation, je crois que l'essentiel sera fait. M. Toubé l'a dit tout à l'heure, il y a des personnalités ressources. Je crois qu'il y a toujours des personnes pour faire, pour porter les différentes doléances que nous pouvons avoir au niveau des instances de la FIFA. Moi, ce qui me fait peur le plus, c'est beaucoup plus de rester éternellement dans le statu quo. C'est que enfin, je crois que au-delà de la forme, M. Valque voulait réveiller les membres du comité de normalisation. Parce que je crois que ce comité de normalisation a assez duré. Et je crois que nous sommes quand même un pays sérieux. Nous avons des élites, nous avons des gens capables de pouvoir diriger une instance du football. Je crois que, contrairement à ce que disait M. Toubé tout à l'heure, je crois que ça n'a pas été une erreur de casting. Il nous fallait, puisque la FECAFOOT avait un problème crucial de texte, il fallait absolument des gens qui s'y connaissent en matière d'élaboration de textes pour pouvoir faire partie de ce comité. Mais malheureusement, ils ont confondu la compétence pour laquelle on les a choisis pour se verser dans des querelles de dessous de table qui n'ont rien à voir avec le mandat pour lequel ils ont été choisis. Alors, Samuel, on va vraiment sortir. Je suis un peu désolé, permettez que j'utilise on va sortir de cette question. Mais Samuel, concrètement, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? En 1998, lorsque M. Vincent Onana va en prison, M. Iya est le premier vice-président. Les textes sont clairs. En 2013, lorsque M. Iya a des démêlés avec la justice, pourquoi est-ce que M. John Begininde n'est pas la tête de la FECAFOOT aujourd'hui? C'est parce que les données n'étaient plus les mêmes. Parce que déjà, même avant que M. Iya n'ait des problèmes avec la justice, il n'était plus en bon terme avec M. John Begininde. En quoi est-ce que ça concerne les textes? En quoi ça M. John était le premier vice-président? Oui, il était premier vice-président. Il n'avait jamais été déchu? Non, pas du tout. Alors? Mais on a voulu qu'il ne soit pas là. Que tout le monde, on a voulu que tout ce monde la parte. Oui, mais pourquoi? C'est la question. Est-ce que ce n'est pas là le problème de la FECAFOOT aujourd'hui, Samuel? C'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Parce qu'on a voulu que tout ce monde la parte. C'est-à-dire que... Et puis, maintenant, quand on veut ramener l'exécutif de 2009. Mais dans l'exécutif de 2009, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont amené des problèmes. On peut avoir quelques noms? Non, je ne sais pas, moi. Vous faites la langue de bois, M. Toubé? Non, je ne fais pas de la langue. Je ne fais pas la langue de bois, mais je sais que tu es un journaliste de l'investigation. Non, Samuel Toubé, je pose des questions sur le plateau, je vous en prie. Et on vous regarde à travers le monde. Oui. Oui? C'est vrai. D'accord. Donc, on conclut qu'aujourd'hui, à la FECAFOOT, on a creusé sa propre tombe. C'est vrai. D'accord. Alors, messieurs, on va donc laisser les affaires de la FECAFOOT pour parler, n'est-ce pas, du football féminin et de cette qualification, disons-le, pour le deuxième tour, pas peut-être historique, mais une qualification importante. Les Lions indomptables, après avoir fait le score d'1 but partout à Yaoundé, sont allés faire 2 buts partout au Ghana. Alors, Joseph Podo, cette sélection nationale-là, revenons un tout petit peu en arrière, après la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée au Canada, on aurait cru que les affaires, entre guillemets, du football féminin camerounais aurait pu, on va dire quoi, s'améliorer à travers cette belle prestation. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'après cette compétition, le football féminin camerounais a vraiment redécollé ou alors il a retrouvé sa léthargie d'antan? Sincèrement, je pense que rien n'a changé. Rien n'a changé. Nous avons toujours en mémoire les expéditions des filles allant au Nigeria en pirogue. Nous avons toujours les expériences des filles allant aux entraînements en partant de leur domicile pour préparer des matchs importants. Nous avons vu des filles, je crois que les images ont été diffusées.
où les filles venaient aux entraînements en taxi ou encore sur des motos. Je pense que rien n'a jamais été fait. Je crois que le coup d'éclat du Canada était simplement un coup d'épée dans l'eau, mais cela est beaucoup plus déchirant parce que je pense que ces filles, en faisant cette prestation au Canada, je crois que c'était beaucoup plus comme un SOS pour dire nous aussi, nous existons et nous pouvons défendre les couleurs de notre pays. Ben, simplement, nous nous rendons compte qu'une fois cette expérience canadienne passée, nous sommes retombés dans nos travers. Je ne sais pas, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes dans les médias, si vous avez vu le match, parce que moi, je n'ai pas pu regarder le match. Non. Aucun média n'a retransmis ce match. Tout au moins, la télévision nationale n'a pas retransmis la rencontre. Peut-être qu'il y a eu un problème de droit ou alors, je ne sais pas. Non. Qu'est-ce que ça peut... Ben, simplement je crois que c'est révélateur. Ça suffit amplement à donner l'importance. Vous voulez dire si ça avait été les Lions? Déjà, Non, même qu'avec les Lions, nous avons souvent difficile. eu des moments où c'est difficile de regarder les matchs. Mais je pense quand même que rendu à ce niveau, avec la prestation des filles, c'est quand même un médicament nouveau pour les Camerounais de regarder les Lions indomptables jouer. Et je crois que simplement par reconnaissance, je crois que leurs prestations, où qu'elles aillent, surtout pour défendre les couleurs de notre pays, devraient être retransmises. Et je crois que justement, une fois de plus, il y a un manque d'intérêt pour cette activité. Et je pense que passer cette vague, je crois qu'il sera difficile pour nous de reconstituer une équipe pareille parce que rien n'est mis sur pied. Nous n'avons aucune structure. La CAN, c'est en 2016. Hein? La CAN, c'est en 2016. Heureusement pour nous, les mêmes choses seront encore là, pour la plupart. Mais après la CAN 2016, combien seront-elles encore? Est-ce que le football camerounais féminin en particulier va encore exister? Ça, je me pose vraiment la question. D'accord. Alors, Samuel Toubé, concrètement, qu'est-ce que le football féminin camerounais a fait pour qu'il subisse un tel sort, malgré toutes les prouesses, malgré tout ce que ces filles font, malgré tout ce que tous ceux qui sont aux alentours du football féminin font? Le football féminin, on a l'impression que c'est le parent pauvre du sport camerounais. Pourquoi est-ce que ces filles souffrent autant alors qu'elles font beaucoup d'efforts? C'est peut-être pas le parent pauvre du sport camerounais, mais c'est le parent pauvre du football. J'ai failli dire du football. Voilà. Merci Samuel. Voilà, justement, merci. Le parent pauvre du football. Pourquoi? Parce que ces filles-là, elles ont osé. Elles osent. Ça fait mal à certaines personnes, à ceux qui ne pensent pas qu'une femme aussi peut faire quelque chose dans ce pays. Franchement, il y a des gens comme ça. Il y a des quoi à ce niveau? Il y a des misos. Absolument. Il y a des misogynes. Ils croient que la femme, ça ne vaut même pas la peine d'être femme. Mais non, ça c'est un tort. Si vous le dites comme ça veut dire que ces misos-là sont en haut lieu. En fait, disons, parmi ceux qui doivent manager le football camerounais. Suivant mon regard, ce n'est pas moi qui aurais tracé la route de ces filles-là pour qu'elles aillent au Ghana et qu'elles reviennent par exemple en marchant à pied. Non, non, non. C'est pas moi. Quand ils ont pris l'avion, Samuel Toubé. Oui, justement, elles ont peut-être pris l'avion parce qu'il fallait qu'elles rentrent chez elles. Mais arriver donc chez elles, il faut que chacun rentre chez soi. Ah ben oui, parce que les primes, justement, elles n'ont pas encore perçu les primes. Voilà. Mais c'est en cours. Ah, heureusement que toi, tu es un journaliste d'investigation. Tu me jettes un peu d'eau sur le cœur. Non, les infos que nous avons font état de ce que c'est en cours. Oui, c'est en cours. Ça sera toujours en cours. C'est-à-dire que quand elles partaient en expédition, on ne savait pas qu'elles vont partir. Ou alors qu'elles reviendront un jour. On s'attendait à ce que l'avion tombât. Non, c'est pas ça. Alors, Joseph, parlons un peu de la préparation de ces filles avant cette rencontre retour contre le Ghana. Une préparation presque bâclée, elle était en externe, pas de préparation en interne, mais ces filles sont allées arracher la qualification, disons-le, pour le dernier tour au Ghana. Et tout à l'heure, là, je disais, le thème est révélateur. Elles sont pratiquement à 180 minutes de la qualification, au cas où elles venaient à battre, n'est-ce pas, la sélection ivoirienne, qui, rappelons-le, n'a pas joué, était presque exemple, puisque son adversaire du Zimbabwe ne s'est pas présenté à donc déclarer forfait. Alors, le Cameroun qui se prépare mal, mais le Cameroun qui va quand même prendre une qualification au dernier tour au Ghana. Est-ce que, très sincèrement, le ministère des Sports
la Fédération Cameroun de football, cette fois-ci, ne doivent pas s'unir pour trouver les solutions du football féminin camerounais? Mais je crois que c'est votre rôle. C'est votre rôle en tant que journaliste. Vous aussi, observateur. De sonner le tocsin pour dire qu'il y a une situation urgente, ne serait-ce que pallier à ce qui a déjà été fait au plus précis, c'est-à-dire de mettre les filles dans les conditions normales pour préparer un match, comme vous avez dit tout à l'heure, à 180 minutes des Jeux Olympiques. Ouais. Je crois que c'est le rêve de tous les sportifs de participer à ces Jeux. Et il s'agit simplement de sonner l'alarme pour dire que les miracles ne s'opèrent pas chaque fois. Parce que je crois que nous sommes encore dans le domaine du miracle. Avoir la qualité de la préparation de ces filles et avoir les exploits qu'elles font sur le stade, je crois que c'est carrément du miracle. Et je ne pense pas qu'en continuant sur cette lancée, loin de moi d'être oiseau de mauvais augure, je suis patriote jusqu'à l'âme, mais pour moi, c'est un honneur de voir que les jeunes filles camerounaises peuvent porter au plus haut le drapeau de notre pays. Mais il y a pour jouer à un haut niveau, pour faire du sport de haut niveau, ça demande de se préparer. Et tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut se préparer, nous allons toujours compter sur des miracles. Voilà. Malheureusement, les miracles, ce n'est pas tous les jours. Samuel Toubé, ce football féminin là sort vraiment de loin. Il y a de cela 7 à 8 ans. Le football féminin camerounais était dans les abîmes, mais il y a eu un gros travail qui a été donc effectué pour ce football-là. Et donc Gatchou a pratiquement révélé ces filles-là. Aujourd'hui, le Cameroun est deuxième nation africaine et le Cameroun compte parmi les grandes nations de football mondial, mais un Cameroun qui n'a toujours pas de championnat féminin digne de ce nom. Oui, le Cameroun n'a pas de championnat féminin digne de ce nom, ça c'est vrai. Mais ce qui le bas blesse, pourquoi? Parce que dans le football féminin actuel, là, qui est un peu professionnel aussi. À quel niveau est-ce que les professionnels au Cameroun? Les professionnels, puisque ces filles-là, on les place. On les place dans des clubs à l'étranger. Or, si ces messieurs qui sont dans soit la FECAFOOT, soit au ministère, n'ont pas un élément, n'ont pas une joueuse à eux placée, ça ne leur dit rien. Hein. Si toutes les joueuses placées sont, par exemple, des joueuses placées par Enongachou, c'est à lui que revient les... J'espère que ce n'est qu'un exemple que vous prenez comme ça. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Mais seulement, hein. je prends cet exemple devant toi parce que je sais que tu es un investigateur. Et tu vas voir que le vieux là avait raison ce jour-là quand il me disait ça. Va un peu demander. Qu'est-ce que vous voulez par là dire, ça? Je veux dire que même les joueurs de l'équipe nationale actuellement, chez les Lions, si tu n'es pas placé par X, Y, Z, on ne t'appelle pas dans les Lions. Ouh là là, Samuel. Ouh là là. Alors, rapidement, on va donc sortir. Joseph, la Côte d'Ivoire, c'est demain. On s'est qualifié pour le dernier tour contre le Ghana. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi un gros morceau parce que la Côte d'Ivoire sort aussi d'une Coupe du Monde. Et la Côte d'Ivoire compte parmi les meilleurs en Afrique. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a toujours menacé le Cameroun. Hein. Alors, pour réparer les erreurs d'hier face à la Côte d'Ivoire, que devons-nous faire? Moi, je crois que nous avons un groupe qui est suffisamment huilé. Dieu merci, les filles, à force de s'entraîner ensemble, à force de vivre ensemble, ont fini par acquérir des automatismes qu'il est très, très difficile d'éliminer. Il faut beaucoup de temps. Et je crois que c'est notre avantage de ce que les filles se connaissent et elles jouent ensemble depuis longtemps. Donc, pour cela, la Côte d'Ivoire ne me fait pas peur. Déjà qu'à comparer les résultats des deux équipes lors de la Coupe du Monde, je crois que les Camerounaises étaient largement au-dessus. Et je pense que les Camerounaises ont largement leur chance pour pouvoir battre la Côte d'Ivoire. Ce que nous plaignons tous, c'est simplement que les résultats d'aujourd'hui, que nous préparions les résultats de demain. Parce que nous n'allons pas demeurer au firmament. Ces joueuses, à force de jouer ensemble ou encore après un certain moment, elles vont partir. Et quand ils seront partis, qui va prendre la relève? C'est ça le problème. Mais par rapport au match contre la Côte d'Ivoire, je pense que nous avons largement nos chances de pouvoir passer. Voilà, nous avons largement nos chances de pouvoir passer. Mais je vais quand même rappeler qu'à la CAN féminine récemment
en Namibie. La Côte d'Ivoire est l'une des nations à avoir battu le Cameroun en phase de poule. La Côte d'Ivoire nous avait battu. Oui. Avant la deuxième défaite contre le Nigeria en finale. La Côte d'Ivoire, là, Samuel Toubé, c'est vrai, on s'est qualifié pour rencontrer la Côte d'Ivoire. Maintenant, que faire pour que la rencontre contre la Côte d'Ivoire soit l'une des meilleures en termes de préparation, que les filles ne prennent plus les motos, les taxis, qu'elles ne squattent plus dans le véhicule de M. Enongatou pour aller à Mankomo? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous l'avez dit, hein, il faut d'abord éliminer cette histoire de prendre des voitures n'importe comment. Il y a pourtant un bus à la... Il faut que ces filles-là entrent toutes dans le même bus. Qu'elles soient bien habillées, qu'elles fassent de l'ampleur, c'est-à-dire qu'elles fassent de l'effet. Qu'elles soient en stage interne. Interne. Logées à l'hôtel. Absolument. Ou alors en Bancomo. Non, l'hôtel Bancomo n'est pas un hôtel, bien sûr. C'est un endroit vivable. Vivable. Voilà. Il faut les mettre dans un ensemble inouï. Oui, absolument, c'est comme ça. Tout simplement, oui. Oui, il faut les mettre dans un ensemble. D'abord, comme l'a dit Joseph tout à l'heure, elles ont déjà pris l'habitude de jouer ensemble. Ça fait au moins 8 ans que ces filles-là jouent ensemble. Donc, il y a déjà des automatismes. Et nous ne fait que les rappeler à l'ordre de temps en temps. Ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Et puis, nous, il faut dire, ce n'est pas toujours nous. Il faut aussi dire que Eno lui-même est très bien secondé par les Asimba et les autres entraîneurs. Pour le faire un clin d'œil aux adjoints, est-ce que c'est vraiment Eno est le manager? Non, c'est lui qui a la tête. Je n'en disconviens pas. Vous voulez à tout prix qu'on parle des adjoints? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez toujours qu'on parle du président de la République sans parler de ses ministres? Vous voulez faire une fleur à vos amis adjoints, mais ce n'est pas ça le plus important. Eno Ngatou est le manager, on sait qu'il y a des adjoints. Lui-même, c'est mon ami numéro 1. Samuel Toubé. Il sait de quoi je parle. D'accord. Alors, contre la Côte d'Ivoire, je le rappelais, donc c'est d'ici là, pour ce qui est des éliminatoires des Jeux Olympiques Rio 2016. On espère donc que les autorités vont prendre vraiment l'ampleur de la mesure de la chose pour pouvoir réserver une bonne préparation à ces dames. On va dans quelques instants parler des activités de vacances. Et là, Joseph Odo est bien placé sur ce plateau pour mieux nous expliquer, lui qui manage, on va le dire, un championnat bien connu et bien couru dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé. Mais avant cela, on propose donc de regarder ces images de la Community Shield, c'est en Angleterre. Eh bien, c'est Arsenal qui a eu raison de Chelsea sur le score d'1-0. C'était le week-end dernier. Petite claque à M. José Mourinho. Состав у канониров. Челси, Куртуа в воротах, второй Иванович, 24-й Кейхел, 26-й Терри, 28-й Аспиликуэта, 4-й Фабригас, 7-й Рамирес. Здесь. И что дальше? Озил. Здорово. Уолкотт. Прошла направо передача. Будет удар. 1-0! Оксфорд Чемберлен, по большому счету, первый эпизод с его участием в этом матче. И Арсенал повел. Смотрим еще раз. Аспиликуэта совершенно верно пошел в центральную зону, где сразу два игрока соперника оказались. Очень плотно защитники расположились. А вот тут уже, наверное, было надо смещаться. Аспиликуэта стоял и, смотрите, в момент начала атаки смотрел на Терри. Оставаться там в центре или уходить на край. Ну и Чемберлен потом очень легко ушел в сторону. И пробил так, что у Куртуа шансов отбить не было. Мощно, с левой ноги, по уходящей траектории, под самую штангу. Великолепный 1-0. Вот мне было интересно, жаль, что режиссер этот повтор оборвал, да, обрезал. Венгер, торжествуя, скинув кулак, я не знаю, но хотелось бы. Виллиан, Реми пропускает мяч, уходит на левый край. Заброс удара и чуть выше. Второй удар головой Рамиреса в этом матче. Первый был, ну, скорее обозначение удара. Сейчас стопроцентный голевой момент. Тоже буквально из ничего возникший. Вот, посмотрите, Рамирес занял место между двумя линиями. Его не держит ни Косельни, ни Мертезакер. Мертезакер вообще был выдернут, ушел туда, на край штрафной. В его отсутствие проспал левый край Начо Монреаль.
как же он любит, да? Вот это вот на камеру исполнить. Сейчас солирует Иванович. Здорово! Азар! Абсолютно идентичная атака той, в которой Арсенал забил. И вот сейчас Азар из выгоднейшей ситуации отправляет мяч выше перекладины. Второй голевой момент Челси. Сначала у Рамиреса, теперь у Азара. И там сильнее еще что-то. Фабрегас. 2 паса на гол в течение 1 минуты. Ну и Чех, помните эту фразу? Это тот вратарь, который заставляет соперника видеть ворота более малого размера, чем на самом деле. Назар, похоже, еще. Жиру слева. Озил на скорости получает мяч. Немножко в недодачу, но можно идти входить в штрафную. Передача низом. Кто подберет? Подберет Касорла. Удар сходу не последовал. Продолжается эта атака. Защитники Челси очень близко к вратарю. Линия Жиру чуть выше. Ну вот, неужели пошел тот футбол, который мы обожаем, да? Который для нас и является визитной карточкой английского чемпионата. Терри перестроился, выбил, а там очень глубоко все сели, кто в обороне у Челси находился. Никто не успел помочь. Красивая атака. Атака на гол. Ну и вот предыдущий момент, когда Терри тяжелейший удар исполнял и пошел дальше бороться. Касорла. Аккуратная передача. И что дальше? Рэмзи. Отличный пас на гол. Куртуа спасает свою команду. Добивание будет, удар. И рядом со штангой. Сохраняется интрига. Касорла, по-моему, растерялся на повторе. Это... Très bien. Alors, Arsenal donc qui s'impose devant Chelsea. Un but à 0. C'est quand même presque 20 ans pour Arsène Wenger au sein de cette formation d'Arsenal. 96, 2015, 19 ans. C'est énorme, hein? Oui, tout à fait. Et je crois que Arsenal le lui doit bien. Depuis qu'il est là, Arsenal déjà se reconnaît à une qualité de football qui est un football agréable. Et je crois qu'il a une politique qui est basée sur les jeunes. Et je crois qu'il fait des résultats. Bien qu'étant toujours fébrile dans les moments importants, dans des grandes compétitions. En Champions League particulièrement. Mais sinon, Arsenal est parmi les meilleurs clubs anglais. Oui. Et je crois que s'il est là, c'est parce qu'il remplit son contrat. Alors Samuel, juste une petite fleur comme ça pour notre ami Arsène Wenger. On imagine très mal au Cameroun un entraîneur qui passerait 10 ans dans un club. Hein. C'est pratiquement Il y a déjà qu'au Cameroun, les entraîneurs ne sont pas des managers. Ils ne sont pas managers. On a un à Coton. Un manager à général. Coton. Oui, un manager général à Coton, mais c'est avec un temps très très court. Il ne peut pas passer, je n'ai pas encore vu un manager à Coton qui a fait peut-être 5-10 ans. Oui, peut-être parce que bon, ils ne remplissent pas certaines conditions vers la fin. Ah, peut-être. Mais chez nous, les entraîneurs sont pris comme des simples ouvriers. On s'en passe à tout moment. Dès que bon, ça ne tient plus la route, il s'en va. Malgré qu'il a peut-être des idées, de bonnes idées. Bon. Mais peut-être parce qu'au Cameroun aussi, les entraîneurs ne viennent pas avec des projets solides, fiables. Parce que lorsque Joseph parle de manager, moi je vois beaucoup plus, il a d'ailleurs expliqué. Un manager, c'est quelqu'un qui vient avec un projet costaud. Absolument. Il vous dit dans 10 ans, je vous donne 2 Champions League, par exemple. Tu sais comment ça se passe chez nous? Un manager, un entraîneur se promène avec une ossature de joueur.
se promènent avec 5 joueurs. Vous aurez le problème avec l'entraîneur. Ah oui, mais ils le savent, vous savez. Ils ont 5 joueurs. Même s'ils ne les apportent pas, ils ne les amènent pas tout de suite, et au fur et à mesure qu'ils restent là, leur ossature va venir. Parce que et lorsqu'il est limogé, il s'en va avec. Ouh là là. Parlant justement des entraîneurs, pour sortir rapidement, on rappelle que l'entraîneur de Lyon blessé de Foutouni, M. François Eya, a été donc limogé cette semaine pour résultat insuffisant. Il s'est fait remplacer par Wamba Petit Michel et M. Jenny, qui est donc l'entraîneur adjoint, c'est l'ex-entraîneur de Hirondelle de Foutouni, qui est la deuxième formation de M. Sopor, qui est donc le président de Lyon blessé de Foutouni. Alors, on va parler des activités vacancières, disons-le, des championnats de vacances, disons-le en un mot, pour être plus précis. Alors, je rappelle que nous avons fait venir M. Joseph Pondo sur le plateau parce que son championnat, entre guillemets, sort un peu de l'ordinaire. Il réussit à organiser un championnat dans 2 grandes villes, Yaoundé et Douala, avec, on va dire quoi, le même nombre d'équipes. Yaoundé, on parle de 18 formations. Idem pour la ville de Douala qui compte 18 formations. Suffisant pour nous de s'arrêter et de s'interroger qu'est-ce qui peut bien amener ce monsieur à occuper des jeunes pendant ses vacances en organisant un championnat d'une telle envergure. Alors, Joseph Pondo, est-ce que toutes ces informations sont réelles? Oui, sauf qu'il y a un petit bémol, simplement que je ne suis pas le promoteur, je suis président d'une structure, voilà. PDG d'une structure qui s'appelle JVS Group et qui est la structure qui organise ce championnat. Voilà. Bien entendu, c'est un championnat qui se joue dans les 2 plus grandes villes du Cameroun que sont Douala et Yaoundé. 18 équipes à Douala et 18 à Yaoundé. Et au final, nous aurons pour voir le super champion, parce que chaque ville dispute séparément son championnat et sa coupe. Et au final, les 2 meilleures équipes de Yaoundé, c'est-à-dire le champion et le vice-champion, ainsi que le champion et le vice-champion de Douala, vont se retrouver pour qu'on ait le champion national en quelque sorte. Et cela va se passer à Douala, à Lindi particulièrement, près de dans nos infrastructures. D'accord, tout à l'heure on va revenir vous interroger, n'est-ce pas, sur les motivations réelles d'organiser un championnat de vacances dans 2 grandes villes, Yaoundé et Douala. Mais Samuel Toubé, vous êtes également de ceux-là qui suivent le plus souvent ces championnats de vacances en tant qu'instructeur des arbitres. Vos arbitres y prennent souvent part, mais le plus souvent ces championnats sont organisés dans des conditions un peu difficiles et même organisés de manière illégale. Alors, quels sont les risques que peuvent encourir ces championnats qui sont organisés illégalement? C'est vrai que vous n'êtes pas le délégué départemental des sports, encore moins de régional, mais vous pouvez quand même avoir une petite idée à ce niveau. Il y a les risques d'accidents. Les risques d'accidents peuvent arriver et est-ce que effectivement ces joueurs seront couverts? Là, M. Podo va nous dire tout à l'heure. Pour le cas de son championnat. Oui, mais seulement ce que me plaît là-dedans, c'est que quand nos arbitres s'en vont là-bas jouer, les terrains déjà offrent un cadre de pression formidable. Lorsqu'un arbitre peut faire un beau match dans ce cadre de pression formidable, là, inouï là, il va être un très bon arbitre. Mais ils sont souvent molestés. Hein? Je n'en disconviens pas. On a eu le cas de Limbe l'année dernière où un arbitre a été pratiquement battu à mort. Oui, mais ça c'est des exceptions. C'est-à-dire, vous prenez, lorsque vous parlez de la sécurité par exemple, parlons de la sécurité s'appelle police, gendarme, militaire et tout ça là. Mais l'insécurité n'a pas de place. L'insécurité ça n'appartient à personne. Ça vient tout de suite là, ça vient vous surprendre, ça surprend tout le monde. Donc je ne peux pas, parce que je veux faire mon championnat, mettre d'abord en l'insécurité, donc l'insécurité viendra. Peut-être y aura-t-il des matchs sans problème, mais il y a toujours que... D'accord. Alors Joseph, parlons-en de la sécurité ou de l'insécurité. Quelles sont les mesures que votre championnat a, n'est-ce pas, mises en place pour que justement qu'on ne connaisse pas? Je rappelle que c'est la première grande édition. C'est bien cela. Absolument. Les mesures de sécurité pour que ces enfants qui viennent, parce que 18 équipes à Douala, 18 à Yaoundé,
à mon humble avis, c'est extrêmement énorme. Mais les 18 ne jouent pas le même jour. Oui, je suis d'accord, mais c'est énorme en gros. Oui, je m'amusais encore à compter le nombre de matchs il y a une semaine. Voilà. Joués jusque-là. On en était à 117 matchs Voilà. pour l'ensemble de Douala et de Yaoundé. Je crois, je l'ai dit lors de la conférence de lancement, la première sécurité de notre tournoi, c'est la discipline. La discipline déjà qu'on a voulu inculquer à partir des arbitres, parce que nous savons que c'est le premier facteur de trouble dans tous les matchs de football, ce n'est pas uniquement dans les matchs de foot vacances. Nous avons sélectionné les meilleurs arbitres et je crois que jusqu'à maintenant, tous les acteurs prenant part à ce tournoi, au challenge Lokura, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, pourront vous dire la même chose sans avoir besoin de nous jeter des fleurs, que les matchs sont très bien dirigés. Et nous avons bien entendu au préalable éduqué les responsables de ces différents quartiers parce que généralement, comme disait l'aîné tout à l'heure en début d'émission, quand on perd, c'est toujours la faute à l'arbitre. Oui. Et je crois que, sincèrement, les responsables ont fait beaucoup de travail auprès des jeunes. J'en suis moi-même très surpris. Je crois que d'ici la fin du tournoi qui aura lieu le 30 août, vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil à certains de nos matchs. Vous allez voir que les enfants sont vraiment disciplinés et les différents responsables eux-mêmes très disciplinés, de sorte que les différentes dérives qui arrivent dans les autres championnats, c'est difficile que nous puissions les avoir. Bien entendu, nous avons pris des mesures de sécurité en ce qui concerne les forces de l'ordre, parce que le football, c'est la passion. Je crois qu'il serait tout à fait dangereux d'imaginer ou alors de dire qu'il y a un risque zéro. Donc pour cela, nous avons pris les mesures nécessaires et jusqu'à maintenant, nous sommes rendus plus de la mi-tournoi et tout se passe bien jusqu'à présent. D'accord. Samuel, l'autre problème aussi souvent, c'est, on va dire quoi, les infrastructures, on va dire quoi, les terrains, disons-le ainsi, où ces championnats sont souvent organisés. Est-ce que ce n'est pas aussi là, souvent, le début de l'insécurité? Parce que je ne voudrais pas citer un championnat ici, dans l'arrondissement de Douala 5e, bon, disons Douala... Disons, dans la zone de PK, le point kilométrique 21. Je suis obligé de le dire comme ça. J'ai assisté à un championnat de vacances de ce côté-là. Franchement, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Non seulement le championnat se joue sur un terrain pratiquement boueux, mais il n'y a aucune mesure justement qui est prise pour contrecarrer toute éventualité des supporters qui pourraient porter main aux arbitres. Le problème, c'est aussi souvent les infrastructures. Oui, le problème, c'est les infrastructures, mais je vais te dire que le championnat, le football camerounais a pris de l'ampleur et de l'ascendance sur le football africain. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par ce terrain-là. Tous nos grands patrons, nos grands champions sont passés par ce terrain-là. Est-ce que tu imagines un jour, par exemple, tu as connu Mbappé Lépé? Non, je ne pense pas. Tu n'étais pas encore né. Mais Mbappé Lépé a joué à la Cité SIC, au stade Marion. Tu connais le stade Marion? Devenu stade Noé Djebel Massouci. Absolument. Baptisé ou alors rebaptisé. Voilà, rebaptisé Noé Djebel. Mbappé Lépé a joué sur ce stade, comme ça, là, comme il est. Ce qui nous a dérangé beaucoup dans le monde, c'est que le Cameroun et l'Afrique en général auraient voulu que le football soit comme le tennis. Le tennis a les terrains battus, le terrain synthétique, les terrains gazonneux, tout ça là. On aurait bien voulu que le football soit comme ça, mais la FIFA a refusé. La FIFA nous a refusé ça. Mais ça pouvait partir, hein. Donc nous, on est toujours là en train de corser les pieds de nos joueurs sur des terrains de ce genre. C'est pas dangereux, Samuel. C'est dangereux. Est-ce qu'on devrait encore être là? C'est dangereux. Mais on fait avec ce qu'on a. Oui, mais c'est de l'époque. Maintenant, le football est devenu moderne, Samuel Toubé. Je n'en disconviens pas. Alors, et avant même, on jouait même les pieds nus. Mais aujourd'hui, on joue avec des chaussures. On joue avec les godasses. Alors, oui, mais moi je crois pour intervenir un peu, pour dire que avant que le football ne devienne ce qu'il est, le football est avant tout et après tout un jeu. Un jeu. Un jeu qui peut être pratiqué dans n'importe quelle tenue, qui peut être pratiqué n'importe où. Et je crois qu'on voit l'éclosion
de plusieurs sports. Je vous voyais révolter tout à l'heure à penser qu'on pouvait jouer pieds nus. Mais au foot de plage, je crois qu'on joue bel et bien pieds nus. Le beach soccer. Au beach soccer, je crois qu'on joue pieds nus. Mais c'est du sable. Oui, mais c'est aussi du sable. Et puis, les plus grands joueurs du monde, je pense, ont joué dans des terrains difficiles. D'accord. Alors, parlons-en justement, vos infrastructures, Joseph Pondo. Nous avons fait quelques tours, on s'est rendu compte que vous jouez à Lendi, vous jouez à Bonamoussadi, vous jouez à Mbappé. Bref, vous avez ciblé quand même, on va dire quoi, les meilleures, entre guillemets, les meilleures infrastructures, entre guillemets, de la ville. Ça a été fait à dessein parce que vous ne jouez pas n'importe où. Je rappelle que je ne fais aucune pub, c'est, on va dire quoi, le constat que j'ai fait sur le terrain. Oui, nous n'avons pas choisi les terrains au hasard parce que nous n'avons pas voulu que... Et votre stade de Lendi, sans vous couper, presque gazonné. Il a toujours été. Je crois voilà. que ce stade existe depuis plus de 5 ans maintenant. Voilà. Donc ça fait plus de 5 ans. On a une tribune. Effectivement. L'Africa Foot voulait même aller jouer ces matchs-là. Oui, donc simplement c'est pour vous dire qu'en fait c'est un projet. C'est un projet, ce n'est pas une idée spontanée. Nous avons toujours voulu encadrer les jeunes, particulièrement dans le domaine du football, et qu'ils pratiquent le football dans les meilleures des infrastructures. À Yaoundé, nous jouons au camp de sapeurs-pompiers à Mimboman, nous jouons à l'école de poste. Et nous avons choisi cela à dessein pour que les enfants puissent s'exprimer quand même dans les conditions les meilleures. Alors, on va rester avec vous justement, puisqu'on va bientôt sortir de cette émission. C'est une question qui me taraude à l'esprit. Joseph Pondo, un championnat à Douala et à Yaoundé, c'est pour quel objectif? C'est pour quel but à la fin? C'est quoi la finalité? Le premier objectif de Challenge Lokora 2015 et qui va devenir périn, qui forcément va se répercuter l'année prochaine avec plus d'ampleur au niveau de certaines villes. Je ne les cite pas encore ici parce que notre étude n'est pas terminée. Notre objectif, premièrement, c'est d'occuper les jeunes. Occuper les jeunes pendant la période de vacances. Nous sommes ravis et aujourd'hui encore, après près de 150 matchs que nous avons fait jouer entre les villes de Douala et Yaoundé, nous en sommes plus que satisfaits parce que nous avons redécouvert que les jeunes Camerounais savent jouer au football. Qu'il suffit simplement d'un petit encadrement pour que nous redevenions parmi les meilleurs. Quand vous regardez jouer ces enfants, vous oubliez complètement vos activités. Et je crois que ça me réveille, moi qui ai eu la chance et l'opportunité de voir certains grands joueurs de ce pays dans des championnats de vacances à Douala ou à Yaoundé. Et je crois que plusieurs de ces enfants ont leur talent. Il suffit simplement qu'ils soient bien encadrés. Le deuxième objectif, bien entendu, est purement, je veux dire, pour permettre aux jeunes, à la fin de ce championnat, de pouvoir, pour ceux qui vont rentrer à l'école, pouvoir s'acheter un cahier, pouvoir s'acheter un livre. En fait, de commencer à penser qu'à partir de ce qu'ils font, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas une peine perdue de jouer à ce championnat de vacances et qu'à la fin, c'est ça? Absolument pas. Je crois que pour ceux qui étaient à la conférence de presse, il y a des primes qui sont largement au-dessus de toutes les primes qu'on alloue aux vainqueurs des championnats de vacances dans tout le pays. Je mets tout le monde au défi de trouver un championnat de vacances où les primes sont aussi conséquentes. Je vous rappelle que nous avons gracieusement offert à chaque équipe 44 maillots, 44 shorts. Nous avons donné 3 kawaii aux responsables, puisque chaque équipe est supposée avoir 3 responsables. Au 36 clubs? Au 36 clubs, bien entendu. Donc, ce qui nous fait au total environ 800 joueurs. Donc, vous multipliez 800 par 44. Je crois que nous l'avons fait pour que les jeunes également des ballons pour qu'ils puissent s'entraîner. Nous l'avons fait pour que les jeunes jouent dans les conditions les meilleures. Vous allez faire un tour, vous allez voir que notre équipe médicale, notre trousse médicale est des plus fournies. Je crois qu'également pour les arbitres, nous leur avons fourni également des kits pour pouvoir être au top. Je crois que notre championnat est le seul où vous voyez l'arbitre tracer la limite du mur avec une bombe, comme dans les grandes compétitions. Je crois que nous l'avons fait parce que la jeunesse camerounaise, nous pensons qu'elle a du talent. Elle mérite d'être respectée, elle mérite d'être encadrée et nous le faisons.
Voilà. Alors, Samuel Toubé, est-ce que, très sincèrement, est-ce que des pareilles initiatives ne sont pas louables, encourageantes? Est-ce que des messieurs comme ça, la FECAFOOT, ne devraient pas s'arrêter pour dire que, mais tiens, voilà un monsieur qui œuvre pour le football camerounais, pourquoi pas le coopter et le mettre dans une commission spécialisée à la FECAFOOT pour qu'il continue à rebooster ce football? C'est une très belle football idée. Jeune, une très belle moribond idée. Et presque... Très bonne idée. Je crois que nous sommes entendus, nous sommes suivis. Et même regardés. Regardés par des hauts placés et qui ont suivi. Moi, c'est tout simplement que j'allais applaudir des deux mains tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire ici. Non, mais je suis très content. Oui. Je suis content. Je suis content de voir, et surtout que ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a une verve de donneur. Il veut donner. À ceux qui en ont besoin. À ceux qui en Beaucoup ont plus besoin. À ceux qui, bon, voilà. Le sport, à ceux qui en ont besoin. Et il n'a pas choisi. Hein. Si on ne prend que Douala et Yaoundé maintenant, c'est parce que c'est les métropoles. Les grandes métropoles. Les grandes métropoles. Mais comme il a dit lui-même, ça va s'élargir. Que l'Ouest attende, que ceci-là attende, qu'ils attendent tous. Mais ça va s'élargir. Alors Samuel, vous avez sillonné beaucoup de championnats de vacances. Oui. Vous avez d'ailleurs amené quelques habits dans certains. Oui. Est-ce que celui de lundi, comparativement aux autres championnats de vacances que vous avez sillonnés, est-ce qu'on peut, on va dire quoi, est-ce qu'on peut faire quelques comparaisons en termes d'organisation? Il y a déjà des championnats de vacances qui sont faits par les joueurs qui sont dans des clubs. Ça, c'est une chose. Et ces championnats, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est de la pépinière. C'est des enfants qu'on est en train de découvrir. Civil, absolument. C'est des enfants qu'on est en train de découvrir. C'était l'idée première des championnats de vacances, championnats interquartiers, ceci, cela. C'était l'idée première, sortir de là pour aller dans des clubs civils. D'accord. Alors, Joseph, que deviennent donc les meilleurs, par exemple? C'est une question qui me vient à l'esprit. J'imagine qu'après, n'est-ce pas, le championnat Yaoundé et Douala, il y a sans doute des meilleurs joueurs. Il y a peut-être des distinctions pour les meilleurs joueurs et tout et tout. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous allez lâcher vos meilleurs joueurs. Voilà, vous allez lâcher les meilleurs joueurs issus de votre championnat de vacances, ou alors il y a un suivi particulier pour ces gamins? Parce qu'à la maison, les parents nous regardent, ils disent que bon, oui, c'est un championnat, il y a un peu le championnat et puis quoi? Ben justement, en amont, nous avons essayé de répondre à cette question. Étant partenaire d'une société basée en Espagne, que je représente bien entendu, nous avons, pour ne pas laisser ces enfants un peu à la rue, nous avons estimé que les 4 meilleurs joueurs du championnat se feraient sous le budget du PDG de la société partenaire espagnole dont j'étais le nom ici, de ramener les 4 meilleurs joueurs du tournoi pour aller faire des tests dans des clubs en Espagne. Et le projet est suffisamment avancé. Au début du tournoi, nous avions quelques difficultés en raison des problèmes de publicité avec certains clubs, mais cela a rapidement trouvé solution et je puis vous certifier encore une fois de plus ici que les 4 meilleurs joueurs du tournoi partiront en Espagne pour aller faire des tests. Alors, les 4 meilleurs joueurs du tournoi partiront en Espagne pour aller faire des tests. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu flou. Quand vous dites partiront, l'Espagne, c'est pas au bala. Absolument. Quand je dis, et je crois que tout à l'heure, peut-être que je ne me suis pas bien expliqué, mais je vous ai dit que ça serait entièrement aux frais de la société partenaire, c'est-à-dire que les enfants, comme le championnat qu'ils ont joué, ils n'auront à payer, pour vous informer, aucun club n'a payé aucun droit d'affiliation, aucune licence, aucun frais, en dehors des cartons que nous avons voulu payer pour discipliner un peu les enfants sur le terrain. Mais la participation était complètement gratuite. Nous voulions simplement des équipes bien organisées, avec des responsables capables de maîtriser et de canaliser la fougue des enfants. Mais sinon, et bien entendu également, ça sera la même chose pour les 4 meilleurs qui seront retenus. C'est-à-dire que ça n'aura rien à voir avec l'aventure que certains de nos enfants ont l'habitude de subir.
où la famille se cotise. L'immigration clandestine, par exemple. Oui, se cotise pour prendre l'argent, donner à un manager qui va abandonner les enfants. Ça n'a rien à voir. Je crois que vous connaissez très bien le siège de notre société. Et vous pourrez, à n'importe quel moment, si vous avez seulement la rumeur qu'un enfant a donné un radis pour, peut-être en dehors de son passeport, qu'il a donné un radis pour aller faire des tests, je crois que nos portes restent grandement ouvertes. Voilà, je rappelle qu'il y a plusieurs signes, il y a plusieurs éléments, il y a un bon nombre d'arguments qui nous ont guidés, n'est-ce pas, à vous inviter cet après-midi sur ce plateau, parce que votre championnat de vacances sort un peu de l'ordinaire. De mémoire de reporter sportif, je dois quand même l'avouer, et ceci m'a frappé. J'ai bien voulu faire profiter, n'est-ce pas, votre passage pour que les parents qui pensent que les championnats de vacances sont souvent des moments perdus pour certains enfants, eh bien que non, il y en a qui organisent véritablement les championnats pour apporter, n'est-ce pas, leur contribution à la construction du sport de ce pays. Alors, Samuel Toubé, on va bientôt sortir de cette émission. Si vous aviez un conseil à adresser à certains parents qui estiment que les championnats de vacances, le plus souvent, c'est, on va dire quoi, c'est un perdant. Qu'est-ce que l'enfant gagne en allant jouer un championnat de vacances? Ça peut être quoi aujourd'hui, après que vous ayez suivi, n'est-ce pas, tout ce topo, tous ces argumentaires que vient de donner, n'est-ce pas, à M. Joseph Pondo? Est-ce que son championnat est un championnat extraordinaire? Son championnat est un championnat ordinaire, il n'est pas extraordinaire. C'est un championnat ordinaire, mais maintenant, c'est à nous de le rendre extraordinaire. C'est-à-dire que dans son championnat, il ne faut pas des grabuges, il ne faut pas des bagarres, il ne faut pas de ceci ou cela, des tiraillements parce que c'est un joueur de mon équipe ou ceci ou cela. Non, non, non. Tous ces enfants sont des enfants sous son égide et les premiers iront là où il faudra. Absolument. D'accord. Alors, Joseph Pondo, on va bientôt sortir donc de cette émission tout en vous remerciant d'avoir accepté notre rendez-vous. Je ne voudrais pas dire comment est-ce que j'ai fait parce que vous avez un programme, mais alors chargé, très chargé, hyper chargé. Sincèrement, merci d'avoir accepté de venir parler du sport, mais beaucoup plus du championnat de vacances ce soir. Sa Majesté, oh alors, Joseph, si vous aviez une dernière préoccupation dans ce sens-là, parce que je dois quand même rappeler, je n'ai pas trahi un secret, vous êtes également un chef traditionnel. Donc voilà. Ben oui, vous n'avez rien trahi du tout. Je crois que pratiquement tout le monde qui me connaît le sait. Je suis un chef traditionnel, je suis le chef de l'ENDI. Je suis également officier d'état civil. Je suis l'officier du centre d'état civil de Bépanda Omnisport. Et bien entendu également chef d'entreprise. Mais il m'a été, en fait, c'était pour moi comme, en fait, c'était une joie pour moi d'honorer à cette invitation parce que je crois que vous faites du bon travail. Merci. Et déjà que j'ai eu à jeter un coup d'œil à certaines de vos émissions que j'ai trouvées. Et en plus, en arrivant dans vos locaux, je suis beaucoup plus agréablement surpris encore. Ce n'est pas pour jeter le propre sur les autres, mais je crois que pour faire ce métier, ça demande du sérieux, comme toutes les choses du monde. Et je crois que vous le faites vraiment avec sérieux. Pour chuter, je dirais simplement aux parents que nous sommes nous également, de laisser les enfants éclore leur talent. Je crois que vous ne pouvez pas imaginer le bonheur pour un enfant d'être parmi les 800 meilleurs joueurs des jeunes entre Douala et Yaoundé. Je ne pense pas qu'il y ait une joie qui puisse dépasser celle-là pour un enfant. Donc je crois que c'est un bonus que nous apportons dans l'éducation des enfants, c'est un bonus que nous apportons dans leur édification en tant que personne, et c'est un bonus que nous apportons également dans le mouvement sportif camerounais, en ce que je ne trahis aucun secret. Plusieurs entraîneurs de plusieurs équipes et même de certaines sélections nationales viennent jeter un coup d'œil à notre championnat, et je crois qu'ils en sortent toujours ravis. Donc pour moi, je pense qu'il est nécessaire de laisser les enfants faire parler leur talent. Il faut simplement pouvoir trouver les moyens de les encadrer, tout simplement. Voilà, je crois que c'est dit. On va peut-être sortir avec ces grandes dates, justement, de lundi vacances. Les grandes dates, donc, les barrages du championnat et les barrages du championnat pour la finale qui est prévue le 30 août ont donc commencé.
du côté de, on va dire quoi, Bonamoussadi. Les barrages sont achevés. Voilà, achevés. Les barrages sont achevés. On connaît déjà les finalistes à Douala et à Yaoundé. Ok, Ah bon? on peut avoir les noms? Pour Douala, je crois c'est Cité des Palmiers va jouer contre Bonamoussadi en finale. Ok. Pour Yaoundé, ils ont un match en retard encore qui s'est joué tout à l'heure, mais comme mon téléphone est off, voilà. J'aurais pu vous donner les noms des la coupe le Cora, donc les qualifications pour la poule a donc commencé lundi, donc hier lundi, le 3 août au stade Bapélepé au lycée de Bonamoussadi. Vendredi 21, c'est la finale de la coupe le Cora, 21 août. La Super Coupe à lundi village donc est prévue pour la fin du mois le 30 août, oui. Pour être plus précis. Oui. Voilà donc quelques dates qu'on voulait donner. Alors on va également sortir avec cette dernière information qui nous vient de nos amis de l'Union sportive de Douala. Elle vient juste de tomber. C'est la conférence de presse d'avant-match qui sera donc organisée on va dire quoi, mercredi en plus dans la rencontre de jeudi. L'Union affronte pour la 29e journée l'équipe leader, à savoir Coton Sport de Garoua, ici au stade de la réunification de Douala. La conférence de presse d'avant-match est donc prévue dans un hôtel de la place de la ville, ici même à Douala, du côté de Bepanda, c'est au quartier Omnisport. Coton, rappelons-le, donc leader avec 58 points. Coton affronte Union qui est 3e avec 47 points jeudi cette semaine. Samuel, merci. Il n'y a pas de quoi. À tout moment que tu feras appel à moi, je viendrai. Hein. Voilà. Merci encore une fois de plus, Joseph Pondo. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci donc à toutes les équipes de production amenées par Gustave Canada, Yves Tadiofo et toutes les équipes au niveau du montage qui ont bien voulu nous accompagner encore ce mardi pour cette autre émission de La Tanière sur votre chaîne de télévision. On rappelle que cette semaine, l'Assemblée générale d'adoption des textes au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mardi prochain, gros débat autour de cette Assemblée générale, en disant le extraordinaire du côté de Yaoundé. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.